Ça te dérangerait de lever ton cul? Il me dit de venir là, je viens là, moi. Oh là là, excusez-moi. Excusez le duo, faut que je lui parle. 2 secondes, attends. Eric et Ramzy ont détesté le tournage de leur propre film. Cette déclaration résume à elle seule l'un des plus grands fiascos du cinéma français des années 2000. 26 millions d'euros investis pour seulement 1,96 million d'entrées. Les Dalton devaient être le nouveau triomphe des adaptations de bande dessinée après le succès phénoménal d'Astérix. Au lieu de cela, le film se transforme en gouffre financier qui marquera durablement les carrières de tous ses protagonistes. Nous sommes en décembre 2004, l'industrie française surfe encore sur l'euphorie des adaptations de BD qui rapportent des fortunes. Lucky Luke jouit d'une popularité internationale inégalée depuis près de 50 ans. Eric et Ramzy caracolent au sommet de la comédie hexagonale après le triomphe de la tour Montparnasse infernale et ses 3,3 millions d'entrées. UGC Images et TF1 Film Production, deux mastodontes de la production française, s'associent pour ce projet pharaonique. Sur le papier, tous les ingrédients du succès semblent réunis. Pourtant, avec ses 26,1 millions d'euros de budget, Les Dalton devient instantanément l'une des productions françaises les plus chères de l'époque. Cette démesure financière, qui représente 5 fois le budget moyen d'un film hexagonal, cache déjà les premières failles d'un projet qui va rapidement échapper à tout contrôle. Comment un projet apparemment en or massif s'est-il transformé en véritable cauchemar industriel? Car personne, absolument personne, n'avait prévu l'ampleur du désastre qui se tramait dans les décors somptueux d'Almeria. Pour comprendre l'ampleur du désastre des Dalton, il faut d'abord saisir le contexte euphorique qui règne dans l'industrie française en 2004. 2 ans plus tôt, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat a littéralement explosé tous les compteurs. 14,2 millions d'entrées, 109 millions d'euros de recettes, un phénomène de société qui dépasse largement le cadre hexagonal. L'industrie française découvre soudain une poule aux œufs d'or inespérée. Adapter les bandes dessinées populaires semble garantir un succès commercial retentissant. Cette révélation bouleverse les stratégies des producteurs. Partout dans les bureaux parisiens, on se rue sur les droits des séries BD emblématiques. Michel Vaillant, Blueberry, Lucky Luke, les projets d'adaptation se multiplient à une vitesse folle. L'époque est à l'optimisme délirant. Les investisseurs, galvanisés par les chiffres mirobolants d'Astérix, ouvrent grand leur porte-monnaie pour financer ces nouveaux Eldorado audiovisuels. Dans ce climat d'euphorie généralisée, Lucky Luke apparaît naturellement comme la suite logique du succès de Mission Cléopâtre. La série créée par Maurice en 1946 et scénarisée par René Goscinny jusqu'en 1977 jouit d'une popularité internationale absolument inégalée. Plus de 300 millions d'albums vendus dans le monde, des traductions dans une trentaine de langues, un héros devenu symbole universel du western parodique, les Dalton, ces 4 frères criminels maladroits et attachants, incarnent l'archétype parfait du méchant sympathique que le public adore détester. L'équation semble mathématiquement parfaite. D'un côté, Éric Judor et Ramzy Bedia trônent au fait absolu de leur gloire. Après le carton phénoménal de la tour Montparnasse infernale, le film sorti en 2001 a rassemblé 3,3 millions de spectateurs et propulsé le duo au rang de stars incontournables de la comédie française. Leur humour décalé, leur complicité naturelle et leur capacité à incarner des personnages burlesques correspondent parfaitement à l'esprit déjanté des personnages de Maurice. De l'autre côté, UGC Images et TF1 Film Production représentent l'aristocratie de la production hexagonale. UGC, dirigé par Alain Terzian, enchaîne les succès commerciaux depuis des années. TF1 Film Production, bras armé cinématographique de la première chaîne française, dispose de moyens financiers considérables et d'un réseau de distribution redoutable. L'association de ces deux mastodontes constitue un gage de sérieux et de professionnalisme qui rassure investisseurs et distributeurs internationaux. Mais derrière cette façade idyllique se cache déjà une faille majeure que personne ne veut voir. Contrairement au projet Astérix qui avait bénéficié de l'expérience et du talent reconnu d'Alain Chabat, aucun réalisateur de premier plan ne se bouscule pour adapter Lucky Luke.
Les grands noms du cinéma français rechignent à s'attaquer à cette licence pourtant prestigieuse. Les raisons restent mystérieuses, manque de temps, projet concurrent ou peut-être une intuition secrète sur la difficulté de l'exercice. Le projet échoua finalement à Philippe Haïm, réalisateur prometteur de 35 ans mais sans aucune expérience des grosses productions. Ce choix par défaut, imposé par les contraintes du calendrier, aurait dû sonner comme un signal d'alarme majeur, car très vite, les premières tensions éclatent autour d'une question aussi cruciale qu'explosive: quel film veut-on vraiment faire? Et c'est là que Michel Hazanavicius entre en scène, avec une vision radicalement différente qui va diviser toute l'équipe et empoisonner le projet dès ses fondations. Michel Hazanavicius débarque dans le projet Les Dalton en tant que co-scénariste avec des idées très précises, voire rigides, sur ce que doit être cette adaptation. Futur réalisateur d'OSS 117 et de The Artist, l'homme possède déjà une vision artistique affirmée et refuse catégoriquement les compromis. Pour lui, Les Dalton doit être une comédie sophistiquée, fidèle à l'esprit pince sans rire de Maurice et Goscinny. Il imagine une parodie de western subtile et intelligente, jouant finement sur les codes du genre avec la même élégance ironique qui caractérise la bande dessinée originale. Hazanavicius connaît Lucky Luke par cœur. Il a grandi avec ses albums, analysé chaque ressort comique, décortiqué chaque situation burlesque. Son approche se veut respectueuse de l'héritage des créateurs, privilégiant l'humour de situation aux gags visuels faciles. Dans sa conception, le film doit séduire autant les adultes nostalgiques que les enfants découvrant l'univers pour la première fois. Philippe Haïm, lui, voit les choses sous un angle diamétralement opposé. Le réalisateur, pressé par les producteurs et conscient des attentes du marché, veut avant tout marquer son territoire avec une vision plus personnelle et plus moderne. Il pousse résolument pour des gags physiques spectaculaires, des situations outrancières dignes des plus grands blockbusters américains. Son objectif avoué, séduire le public familial le plus large possible en misant sur le registre habituel et éprouvé d'Eric et Ramsey. Cette opposition créative fondamentale va littéralement empoisonner toute la phase d'écriture pendant des mois. Les réunions scénaristiques tournent régulièrement à l'affrontement verbal. Hazanavicius défend âprement ses dialogues ciselés et ses références culturelles raffinées. Haïm riposte en brandissant les impératifs commerciaux et les attentes supposées du grand public. Eric Judor et Ramzy Bedia, également crédités au scénario, se retrouvent pris dans un terrible étau entre ces deux visions inconciliables. D'un côté, ils font naturellement confiance à Michel Hazanavicius qu'ils connaissent bien depuis leur début commun sur Canal+. De l'autre côté, ils doivent absolument composer avec les exigences du réalisateur qui dirigera leur jeu et déterminera leur performance à l'écran. C'est un de mes boulets. Les gens qui l'ont vu ont du mal à le croire, mais le scénario que j'avais écrit avec Eric et Ramsey était hyper drôle. Au final, le film est raté. Le problème, c'est que le réalisateur avait lui-même bossé sur une adaptation des Dalton pendant 2 ans, mais son film ne s'était pas fait. Du coup, quand il a récupéré notre scénario, il a fait un truc un peu bâtard. Pour l'anecdote, Eric et Ramsey voulaient que je réalise le film, mais UGC a refusé. Il disait que je n'étais pas réalisateur, que j'étais juste le copain d'Eric et Ramsey. Le compromis qui en résulte, après des semaines de négociations houleuses, satisfait tout le monde sur le papier, mais ne convainc personne sur le fond. Le scénario final oscille dangereusement entre deux registres fondamentalement incompatibles. Trop sophistiqué et référencé pour séduire le public traditionnel d'Eric et Ramsey, mais simultanément trop vulgaire et caricatural pour conquérir les amateurs de l'humour subtil et intelligent de Lucky Luke. Cette schizophrénie narrative se ressent immédiatement dans la structure même du film. Certaines séquences respirent l'intelligence hazanavicienne tandis que d'autres plongent dans le burlesque le plus primaire. Les personnages eux-mêmes semblent hésiter entre plusieurs incarnations possibles, privés de la cohérence indispensable à leur crédibilité. Ce que personne ne réalise encore à ce stade, c'est que cette bataille créative stérile n'est que le prélude à un cauchemar bien plus concret. Sur le plateau espagnol d'Almeria, les vrais problèmes ne font que commencer. Le tournage des Dalton débute le 4 février 2004 dans la région d'Almeria en Andalousie, choisie pour ses paysages désertiques censés recréer fidèlement l'atmosphère de l'Ouest américain. Mais dès les premiers jours de mise en place, l'équipe technique comprend qu'elle s'embarque dans une galère logistique et artistique sans précédent dans l'histoire du cinéma français. Philippe Haïm, porté par ses ambitions démesurées et la pression des producteurs, a vu beaucoup trop grand pour ses compétences réelles. Le réalisateur a conçu un film nécessitant plusieurs centaines
centaines de plans truqués, des effets spéciaux sophistiqués directement inspirés du célèbre bullet time de Matrix et des séquences d'action d'une complexité technique redoutable. Chaque jour de tournage ressemble à un défi technologique insurmontable. Les décors somptueux, mais également lourds, nécessitent des heures de préparation pour le moindre changement d'angle. La météo espagnole réputée clémente et prévisible se révèle être un adversaire sournois et impitoyable. Contrairement à toutes les prévisions météorologiques, les conditions lumineuses varient constamment tout au long de la journée, obligeant l'équipe technique à déployer quotidiennement un dispositif d'éclairage absolument colossal. La situation se complique encore avec les contraintes techniques. Jusqu'à 6 caméras tournent simultanément sur certains plans, transformant chaque prise en véritable casse-tête logistique. La Super Techno Crane, cette grue ultra moderne louée à prix d'or, tombe mystérieusement en panne presque tous les 2 jours. Mais le véritable drame, celui qui va marquer à vie les protagonistes du film, se joue du côté des acteurs principaux. Eric Judor et Ramzy Bedia, habitués depuis des années à improviser librement et à contrôler intégralement leur image publique, se retrouvent brutalement prisonniers de rôles entièrement écrits qu'ils ne reconnaissent plus du tout. Philippe Haïm, dépassé par l'ampleur de sa tâche, leur impose un cadre rigide qui bride leur spontanéité légendaire et leur capacité d'improvisation naturelle. Quand on a filé le scénario à Philippe Haïm, on lui a dit on veut un western crade, un western réaliste, il faut que les mecs existent en vrai. Quand t'arrives le premier jour sur le plateau et que tout est bariolé avec des couleurs fluo, tu comprends que c'est niqué, ton scénario est violé. Cette approche directive heurte profondément la sensibilité des 2 comédiens. Habitués à construire leurs personnages de manière organique, ils découvrent avec amertume un univers de contraintes où leur créativité naturelle n'a plus aucune place. L'alchimie magique qui avait fait de succès de la tour Montparnasse infernale s'évapore jour après jour sous le soleil andalou. L'ambiance sur le plateau se dégrade rapidement et de manière irréversible. Les 2 comédiens commencent à exprimer ouvertement leur frustration croissante. Ils ne retrouvent plus leur scénario à l'écran. Chaque jour de tournage devient progressivement une véritable épreuve psychologique. L'équipe technique navigue tant bien que mal entre des décors certes somptueux, mais une atmosphère de plus en plus tendue. La post-production s'annonce déjà comme un cauchemar technique. La quantité astronomique des effets spéciaux nécessite plusieurs équipes spécialisées travaillant en parallèle. Certains effets initialement prévus doivent être purement abandonnés faute de solutions techniques satisfaisantes. Pourtant, personne n'imagine encore l'ampleur du désastre qui les attend, car au-delà des problèmes techniques, c'est toute l'essence du projet qui est en train de se perdre définitivement. Le 8 décembre 2004, les Dalton débarquent dans 450 salles françaises dans un climat d'expectative prudente. Les premières projections presse ont laissé filtrer des échos mitigés, mais les distributeurs misent encore sur la notoriété du duo pour inverser la tendance. Le premier week-end révèle pourtant immédiatement l'ampleur du malentendu entre les créateurs et leur public. Avec 704 768 entrées lors de sa première semaine, le film réalise un démarrage en apparence correct, mais qui cache déjà des signaux d'alarme préoccupants. Le bouche à oreille tourne rapidement au vinaigre complet dans toute la France. Les spectateurs sortent massivement des salles avec une expression perplexe, visiblement déçus par un film qui ne ressemble ni à l'univers authentique de Lucky Luke, ni à l'humour habituel d'Eric et Ramzy. La critique française tire immédiatement à boulet rouge sur cette adaptation ratée. Les reproches convergent de manière remarquable vers les mêmes faiblesses structurelles fondamentales. Téléciné Ops, dans une critique particulièrement acerbe, dénonce sans détour une parodie cartoonesque inégale et pointe l'absence totale de scénario cohérent. Le prestigieux quotidien Le Monde enfonce méthodiquement le clou avec une analyse implacable. Manque quand même un scénario, des dialogues et des gags. L'humour du duo Eric et Ramzy, pourtant leur force habituelle depuis des années, ne parvient absolument pas à convaincre dans ce nouveau registre imposé. Télérama constate avec une sévérité habituelle que leurs gags tombent à plat. Les Inrecuptibles assassinent définitivement le film en écrivant, même pas drôle, cette adaptation de BD bouffée par les décors et des effets numériques qui tiennent lieu de scénario. L'effondrement commercial international confirme rapidement toutes les craintes. En Allemagne, pays pourtant coproducteur du film, ne rassemble que 18 248 spectateurs. En Espagne, malgré la coproduction locale massive, les résultats ne dépassent pas 181 000 entrées. Le total mondial de recettes plafonne lamentablement à 15,8 millions de $, soit une rentabilité catastrophique de seulement 55% du budget initial.
Au final, les Dalton terminent piteusement à la 25e position du box-office français de l'année 2004 avec ses 1,96 millions d'entrées définitives. Un classement très éloigné des 6 millions d'entrées initialement espérées par les producteurs. UGC Images et TF1 Film Production encaissent une perte sèche de plusieurs millions d'euros. Mais les véritables conséquences de ce naufrage ne se mesurent pas qu'en chiffres. L'échec retentissant des Dalton provoque des conséquences immédiates et brutales sur l'ensemble des carrières impliquées. Pour Philippe Haïm, jeune réalisateur qui voyait dans ce projet l'opportunité de sa vie, l'échec marque un tournant radical et définitif dans sa trajectoire artistique. Il abandonne instantanément le registre de l'humour après cette expérience traumatisante. Dès 2008, soit 4 ans après le désastre, Philippe Haïm opère une reconversion totale vers des genres diamétralement opposés. Il se réoriente vers l'univers sombre du thriller d'espionnage avec Secret Défense, aux antipodes de l'univers coloré des Dalton. Cette reconversion forcée le mène progressivement vers la télévision française, où il trouve finalement son salut artistique en réalisant des épisodes des séries à succès comme 13 et Braco. Pour Eric et Ramzy, les répercussions s'avèrent encore plus dévastatrices et durables. Le duo, qui caracolait au sommet absolu de la comédie française, voit brutalement sa cote de popularité s'effondrer. Cette déception profonde empoisonne inévitablement leur projet suivant. L'enchaînement qui suit révèle l'ampleur des dégâts psychologiques subis par le duo. Steak, en 2007, réalisé par Quentin Dupieux, déçoit massivement critiques et public malgré ses ambitions artistiques évidentes. Seul Tout, en 2008, qu'ils réalisent eux-mêmes dans l'espoir de reprendre le contrôle, peine désespérément à retrouver la magie d'antan. Halal Police d'État, en 2011, confirme définitivement cette traversée du désert artistique et commercial. Le duo mythique des années 2000 ne retrouvera jamais complètement son aura légendaire. L'échec des Dalton marque symboliquement le début d'une période difficile qui pousse progressivement les deux comédiens vers des projets séparés. Éric Judor se lance dans la réalisation avec la série Platane, où il joue son propre rôle, tandis que Ramzy Bedia multiplie les apparitions dans des films comme Neuilly-sa-Mère ou Les Caïras. Cette séparation artistique impensable, au sommet de leur gloire commune, témoigne de l'ampleur des blessures infligées par cette expérience malheureuse. Michel Hazanavicius, quant à lui, tire rapidement mais douloureusement les leçons de cette expérience traumatisante. Heureusement pour lui, cette déconvenue ne l'empêche pas de rebondir de manière spectaculaire avec OSS 117 puis The Artist, qui lui vaut une reconnaissance internationale exceptionnelle. Au-delà des destins individuels, l'échec refroidit durablement l'industrie française concernant les adaptations de BD à très gros budget. Pourtant, 20 ans après la sortie du film, en 2024, Éric Judor accepte enfin de dire publiquement ce qu'il pense vraiment des Dalton. Dans une interview accordée à Combini, l'acteur brise le silence diplomatique qu'il avait maintenu pendant 2 décennies. Il y a plein de moments dans les films que j'ai fait par ailleurs où j'ai ressenti de la frustration. Par exemple, les Dalton, au moment où on va le défendre, on était professionnels à l'époque avec Ramzy, maintenant on chie sur les trucs qu'on n'aime pas, mais à l'époque, on faisait « Ah oui, c'est super, c'est super ». Donc on était obligé d'aller en télévision pour dire « Ah, c'était génial, c'était génial ». On avait détesté ce tournage. C'était pas du tout ce qu'on voulait faire. Mais t'es obligé d'aller défendre un truc qui te ressemble pas. Mais t'as qu'à lui écrire ce que tu veux puisque c'est toi le chef. Me cherche pas trop après. Me cherche pas trop. D'accord, chef. Aujourd'hui, quand je fais des trucs que je réalise, j'y vais la fleur au fusil. Je suis très heureux de défendre mes trucs. Cette révélation tardive confirme ce que beaucoup soupçonnaient depuis des années sur l'ampleur du malaise vécu par les protagonistes de cette aventure malheureuse. Les Dalton nous enseignent une leçon simple mais cruelle. Dans le cinéma, l'argent ne fait pas tout. Malgré ses 26 millions d'euros, ses stars au sommet et sa licence en or massif, le film s'effondre là où Lucky Luke excelle depuis des décennies. La simplicité et l'authenticité. 20 ans plus tard, cette leçon résonne encore. Aucune recette miracle ne remplace le talent et la vision artistique.